Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme, aujourd'hui, on va commencer d'abord par notre focus. Vous le savez, c'est l'initiative que notre partenaire, le Clémy, a lancée. Ça s'appelle La famille tout écran et son but, c'est de donner des éclairages utiles et pratiques à toutes les familles quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. On découvre un nouvel épisode de la série dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler de culture visuelle, celle qui est faite par les IA sur les internets, avec une question épineuse. Est-ce que c'est de l'art ou pas? On verra. Réponse dans un instant. Merci beaucoup Jeanne. Et puis, notre question du jour dans l'émission. Aujourd'hui, un échange autour d'une question qui revient souvent, c'est vrai, sur le devant de la scène. Comment rapprocher l'école de l'entreprise? On va s'interroger sur les outils, les initiatives et puis aussi les perspectives qui permettent de montrer aux enseignants justement l'envers d'un décor qu'ils ne connaissent pas forcément, un terrain professionnel, sans quitter forcément le cadre scolaire. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Marine Chotard. Bonjour Marine. Bonjour, merci. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes chargée de projet professeur entreprise pour la Fondation C'est Génial, fondation et action dont on parle dans un instant, juste après le focus. Ça s'appelle La famille tout écran et c'est une initiative lancée par notre partenaire, le Clémy, pour sensibiliser enfants, parents, grands-parents, tout le monde, à peu près, quant à l'utilisation des écrans au sein de la famille. Et on découvre tout de suite un nouvel épisode. Autre chose maintenant, et si pour une fois ça n'était pas les élèves, mais bien leurs enseignants qui sortaient de l'école pour se confronter à la réalité du monde professionnel, en tout cas un monde qu'ils ne connaissent pas jusqu'alors. Pourquoi ouvrir les portes de l'entreprise à ces enseignants et qu'est-ce que surtout cela peut changer dans leur façon d'enseigner et de transmettre? Des questions importantes qu'on se pose tout de suite dans la première partie du talk. Question importante, je le disais, intéressante aussi, je l'espère, en tout cas qu'on va se poser avec vous. Marine Chotard, je rappelle que vous êtes chargée de projet professeur entreprise pour la Fondation C'est Génial. Peut-être avant de parler justement de ce programme professeur en entreprise, peut-être nous présenter ce que fait la Fondation C'est Génial. Bien sûr. Donc la Fondation existe depuis 19 ans. Et elle a été créée par des entreprises avec le soutien du ministère de la Recherche à l'époque et également avec le soutien de Claudie Aigneret, qui est la première femme à être française à être allée dans l'espace. Donc la mission de la Fondation, c'est de promouvoir les métiers scientifiques, techniques et du numérique auprès des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, et de en fait permettre de créer certaines vocations pour les orienter vers ces métiers-là qui sont malheureusement en pénurie. Alors vous vous adressez à des gens aussi qui a priori ont déjà eu une vocation, des enseignants à travers le programme professeur en entreprise qui permet donc aux enseignants de découvrir concrètement des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément et puis les enjeux d'une entreprise autre que celle d'une école qui est aussi dans son fonctionnement qui se rapproche d'une entreprise. L'idée c'est quoi? C'est de les sensibiliser sans les élèves, si j'ai bien compris, au monde, à l'univers professionnel? C'est ça, exactement. En fait, c'est de leur permettre d'avoir un espace entre pairs aussi, sans les élèves, pour qu'ils soient vraiment, on va dire, concentrés sur les sujets et pas forcément là pour surveiller les élèves. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir des espaces privilégiés pour eux. En fait, ils viennent sur une journée, une demi-journée, et ils viennent échanger sur plusieurs sujets avec les entreprises. Donc il va y avoir différents objectifs de cette demi-journée ou de cette journée. Ça va être déjà de rencontrer le monde de l'entreprise de manière générale, sans forcément déjà parler des sciences. Ensuite, ça va être de découvrir justement ce monde scientifique, technique ou numérique. Et ensuite, ça va leur permettre d'avoir des exemples concrets. Ensuite, pour les appliquer en cours, par exemple, s'ils visitent une centrale nucléaire, bon, même si voilà, un prof de physique sait comment ça fonctionne, ouais, il va avoir davantage de détails en fait, sur vraiment comment ça s'articule à l'intérieur et aussi les différents services qui peuvent être autour de toute cette vie d'usine, par exemple. Comment vous sélectionnez les entreprises avec qui vous travaillez? On essaye de vraiment faire très large sur tous les secteurs d'activité, la santé, la chimie, l'agroalimentaire, voilà, tout ce qui va toucher de près ou de loin aux sciences et aux techniques. On fait des appels à candidature, on envoie des mails, on passe des coups de fil et on essaye d'avoir voilà, une offre la plus large possible, autant d'un point de vue des secteurs, mais aussi d'un point de vue, on va dire, territorial. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui justement de rapprocher l'école de l'entreprise? Est-ce que vous avez du mal à la fois à trouver peut-être des enseignants ou des entreprises qui sont prêtes à accueillir ces enseignants? Effectivement, c'est un peu le défi de tous les jours. Avoir des entreprises qui donnent du temps, mais aussi de l'argent pour pouvoir organiser ça, c'est compliqué. C'est pas l'envie qui manque, c'est vraiment les moyens. Ouais. Mais une fois qu'on arrive à les avoir, c'est vraiment des moments qui sont géniaux. Donc,
souvent, ils réitèrent les années d'après. Donc, vous contactez les enseignants, si j'ai bien compris, Oui. parce que pour celles et ceux qui peut-être nous regardent, qui sont enseignants et qui se disent mais ça c'est génial, comment je peux, au-delà du nom de votre fondation, comment je peux y participer, comment ça se passe? Ouais, donc on a voilà, la partie recrutement des entreprises, mais aussi la partie ensuite dans un second temps recrutement des enseignants. Donc en fait, on a un accord cadre avec l'Éducation nationale depuis 2011, donc ce qui nous aide vraiment à pouvoir trouver des professeurs. Donc en fait, on a plusieurs canaux. Déjà, on a les professeurs qu'on a déjà dans notre base de données. On a une plateforme en fait qui s'appelle C'est Génial Connect. On pourra en parler après. Donc on a notre base de données. Ensuite, on a les professeurs de l'Éducation nationale qui sont contactés par nos relais au niveau des rectorats. Donc on a des contacts dans chaque rectorat qui nous aident, qui nous accompagnent. On envoie aussi aux chefs d'établissement. Voilà, on essaye de multiplier les canaux pour pouvoir les contacter et qu'ils viennent. En quoi ces visites, elles changent concrètement la perception qu'ont les enseignants du monde de l'entreprise? Est-ce que vous faites le constat aujourd'hui que les enseignants qui viennent participer à vos ateliers, à vos visites, ils n'ont jamais été dans une entreprise privée et donc ces visites-là ont un vrai intérêt pour eux? Oui. Certains étaient déjà dans le privé avant, donc eux, ils connaissent un peu plus. Mais bon, pour la plupart, effectivement, ils sont vraiment jamais sortis de l'école, du monde de l'éducation. Donc pour eux, c'est vraiment aussi une bouffée d'oxygène. C'est vraiment, non, parce on fait aussi de la mesure d'impact et des questionnaires à la fin. Ouais. Et on voit parfois, merci, c'était une bouffée d'oxygène. Ça nous permet aussi de nous ouvrir au monde extérieur et d'un peu de démystifier ce monde du privé, ce monde aussi des usines. Enfin voilà, de montrer que c'est plus là. C'est vraiment une opportunité pour eux. Et j'ai un chiffre aussi à vous partager, c'est qu'il y a 84%, en tout cas des professeurs qui nous répondent, qui estiment avoir augmenté leur connaissance du monde professionnel. Donc c'est un chiffre plutôt intéressant et important, surtout vis-à-vis de professeurs qui sont devant des élèves et qui se préparent eux-mêmes, ces élèves, au monde professionnel. C'est ça. Et en fait, ils ont complètement aucune information, ils ne sont pas forcément formés. Et c'est pour ça aussi que le ministère de l'Éducation nationale nous permet d'avoir cet accord cadre, parce que en fait, on accompagne, on fait vraiment le lien entre l'éducation et l'entreprise. Oui. Alors, vous mentionnez l'importance de réduire l'écart entre la théorie et la pratique. Qu'est-ce qui contribue le plus, selon vous, à cet écart, justement, aujourd'hui ? C'est-à-dire l'écart entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire aujourd'hui un enseignant, on lui parle du monde professionnel et on lui parle d'orientation pour aider au mieux justement les jeunes qui l'accompagnent. Et d'un autre côté, à part ces visites que vous proposez en entreprise, il n'y a pas tellement de pratique, il n'est pas tellement confronté dans le cadre de sa formation, du moins au monde de l'entreprise, au monde professionnel et à l'ouverture des métiers qui sont pourtant demandés, cette ouverture à ses propres élèves. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'écart est énorme. Ils n'ont pas forcément... Enfin, ils n'ont pas de formation, en fait. Nous, d'ailleurs, on rentre dans certains cadres dans une formation professionnelle. Il y a certaines académies où, ça s'appelle le plan académique de formation. Donc, ces visites rentrent dans ce cadre-là. Et ça leur permet, en fait, de voir ces visites d'entreprise comme des formations professionnelles. Décalage souvent ressenti aussi dans les programmes scolaires qui manquent parfois aussi d'exemples concrets d'entreprises contemporains, en tout cas, exemples de la réalité d'une entreprise. C'est pour ça, encore une fois, le fait de venir en entreprise, ils rencontrent aussi des salariés qui viennent témoigner de leur quotidien, de leur formation. C'est des exemples concrets sur des parcours. Et comme je disais tout à l'heure, des exemples concrets sur des techniques, sur des ateliers. Ça permet vraiment de toucher du doigt, en fait, du concret qu'ils peuvent ensuite réintégrer dans leurs cours ou soit dans leurs cours vraiment scientifiques, ou alors ils ont aussi des heures d'enseignement qui sont dédiées à l'orientation. Donc ça peut être à ce moment-là de leur dire j'ai rencontré telle personne, il a fait tel parcours, montrer aussi la diversité des parcours pour arriver à tel métier et qu'un seul parcours peut aussi permettre d'arriver à ouvrir sur plusieurs métiers. Bien sûr. Justement, côté entreprise, quel est l'intérêt pour ces entreprises d'ouvrir leurs portes? Autant pour des jeunes, on peut se dire ils pourraient repérer quelques talents dans le cadre de stages, etc. Mais pourquoi recevoir des professeurs dans son entreprise? Déjà, derrière un professeur, il y a beaucoup d'élèves. Donc c'est vrai que ça va un petit peu... après, forcément, ça ne peut pas être calculé comme ça, mais ça va être multiplié, on va dire, de manière un peu plus importante. En fait,
secteur de l'industrie n'est pas vraiment connu du grand public, enfin à part les personnes qui travaillent dedans, on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Le métier d'ingénieur, le métier de technicien, ok, mais vraiment il y a des centaines et des milliers de postes derrière. Donc ça leur permet simplement de faire parler de leur métier, mais aussi de leur secteur d'activité. Étendre aussi va se développer et développer un maillage territorial autour. Ok, je connais cette entreprise qui travaille, qui existe à côté de chez moi, mais finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ça permet aussi de pouvoir entrer en contact avec les riverains, si je puis dire. Mais voilà, ça permet aussi, il y a aussi un aspect de com qui permet de se faire connaître au niveau de l'emploi. Il va y avoir un gros besoin en recrutement, c'est pour ça que la fondation a été créée. Il y avait vraiment en fait une pénurie il y a toujours une pénurie de certains métiers, notamment de techniciens et notamment de techniciennes et d'ingénieurs aussi. Donc ça va vraiment leur permettre de pouvoir parler au plus grand nombre de personnes pour pouvoir ensuite pouvoir embaucher de nouvelles personnes. En fait, ils ont vraiment besoin de ça. Enfin, là, sinon, la fondation n'existerait pas et elle a vraiment été créée à l'initiative d'entreprise, donc c'est vraiment un besoin de leur part. Et il y a aussi un aspect de valorisation de salariés. Eux aussi, comme les profs, ça leur permet de sortir de leur quotidien. Bah oui. Ils adorent parler de leur métier, expliquer ce qu'ils font. Et donner un peu de concret aux professeurs. Un rôle important de la Fondation, c'est génial dans l'organisation donc de ces visites, un vrai lien école-entreprise et puis un accompagnement spécifique peut-être proposé derrière aux établissements et aux enseignants. Ça, on en parle dans un instant, si vous voulez bien. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Marine Chautard. Marine, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech.
Jeanne, qui va nous parler aujourd'hui des relations entre images générées par intelligence artificielle et de leur possible, ou pas d'ailleurs, intégration à l'histoire de l'art. Eh bien oui, parce que c'est une question qu'on est pas mal à se poser, et notamment des journalistes du New York Times qui se demandent si l'IA doit amener à repenser l'art, récemment aussi du Washington Post ou encore de l'ADN, et qui, lui, ce magazine, se penche aux côtés du TikToker Aidan, etc., et bien sur la question de l'art des deep fried, ces images surpixelisées qui évoquent les débuts d'Internet et qu'Aidan rapproche d'artistes comme Van Gogh ou encore comme Munch avec son fameux cri, autant d'artistes qui ont tenté de déformer le réel, de se défaire de ses couleurs, le tout pour donner vie en fait à plus d'intériorité, à plus de subjectivité, comme Aidan, etc. le dit, eh bien les deep fried évidemment. On imagine en effet que les internautes sont influencés par la culture du passé, vous en avez parlé, même sans en être conscient d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si les producteurs de deep fried se pensent Van Goghiens. En tout cas, cet éloignement du réel, eh bien, il est forcément accru avec l'artificialité de nos réseaux convolutifs de neurones et qui semble expliquer le titre de l'article du Washington Post qu'on voyait, c'est le déluge d'art génératif fou et littéralement surréaliste. Et évidemment, quand on pense aux centaines de Jésus crevettes qui sont apparues sur la toile, avec ce principe d'association fortuite, typiquement surréaliste, jusqu'aux œuvres de Polly Costanda, une créatrice fortement influencée par Magritte, et qui veut aussi rendre visible l'invisible, qui veut aussi teinter le monde de forme un peu de nos affects. Eh bien, on se dit que, en effet, si les deux productions se jouent comme ça, se basent sur l'effet de surprise, la finesse du rendu, la puissance de l'évocation va évidemment être décisive dans la qualification d'art ou pas. Bah oui, donc c'est le principe d'association impossible qui prévaut, c'est ça ? Eh bien oui, et qui ne date pas du XXe siècle. D'ailleurs, on peut en retrouver des exemples depuis la Renaissance dans la culture visuelle, et cette proximité surréaliste, évidemment d'un point de vue anachronique, on la juge comme ça, oui. Eh bien elle explique aussi peut-être un retour du carnavalesque. Les carnavals, cette espèce de forme primitive et populaire du merveilleux, a produit dès le XVe siècle des costumes absolument fabuleux. À gauche, on voit une tenue entourée de coursives à barreaux, parmi lesquelles évoluent des lièvres, renards et écureuils. À droite, on a une sorte de costume un peu proto-SimCity. Et les exemples plus récents d'images générées par IA s'inscrivent dans cet héritage carnavalesque, dans un art des images mentales nées de la rencontre entre règne du naturel et de l'artificiel. À droite, on voit cette espèce de coiffe en pissenlit entre vivant et mort, entre humain et animal dans les réalisations, en bas à gauche du créateur digital David Zauder. Et donc, eh bien, on est dans une hallucination du carnavalesque, on est dans une hallucination de l'IA et dans une espèce de folie humaine qui est enracinée dans des récits qui nous sont faits visibles comme ça par ces artistes. C'est une expression de la folie du monde, selon vous ? Eh bien, ces images, elles ont un rôle cathartique, qui est soit cathartique dans le rire ou dans la fête avec le carnaval, soit évidemment dans l'extériorisation de nos angoisses. Alors, justement, on parlait du surréalisme, André Breton, il a fait un livre qui s'appelle L'art magique, et dans ses notes, eh bien, il a cité un artiste réputé pour incarner un peu cette angoisse du monde, qui s'appelle Giovanni Battista Piranesi. Lui, il est connu à gauche pour ses escaliers aux perspectives complètement impossibles, distorsion de la mathématique comme ça par une sorte de psyché en tension qui a influencé, on le voit à droite, à gauche, des artistes comme Escher ou Sam Safran. Et aujourd'hui, du fait des possibilités absolument délirantes, infinies des IA, forcément, ces formes impossibles, elles vont atteindre une sorte de baroque totalement délirant. Là, sont créés des paysages où les villes, de même que les technologies, sont devenues beaucoup trop grandes pour nous, beaucoup trop complexes pour nous autres humains. Et justement, la séduction hypnotisante de ces images, où les individus ne mesurent que quelques petits millimètres, devrait nous poser la question, nous alerter sur la part de nous-mêmes que nous voulons imposer au monde, ou la part du monde et du vivant que nous voulons conserver en nous. Donc pour vous, la réponse est oui, ces productions sont artistiques ? Moi, je dirais bien sûr que oui, évidemment. Mais après, il va falloir que se crée un marché, il va falloir que se créent des institutions pour définir si le Jésus crevette restera dans l'histoire ou pas. Attendons un peu que c'est toutes les questions se structure. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas, pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Deuxième partie d'émission avec toujours, bien sûr, Jeanne Dreyfus, notre chroniqueuse, et à ma gauche,
Marine Chotard, je rappelle que vous êtes chargée de projet professeur entreprise pour la Fondation C'est Génial. On a parlé, et on va continuer à en parler dans un instant, de justement ce programme professeur entreprise et du fait de rapprocher l'école et l'entreprise, deux univers qui ne se parlent pas forcément beaucoup. Et pourtant, vous l'avez rappelé, c'est important de les faire communiquer. Malgré tout, la Fondation C'est Génial, vous intervenez aussi auprès des élèves. Exactement. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, donc oui, on s'adresse aux professeurs, c'est notre premier pilier d'action, mais ensuite les deux autres s'adressent évidemment aux élèves. Donc, on organise des rencontres en classe. Donc, en fait, les entreprises vont cette fois venir dans les classes, donc ingénieurs, techniciens, techniciennes, parler directement aux élèves pendant 1 heure de leur parcours, de leur quotidien et essayer un peu de semer des graines, et de faire naître... pourquoi pas de nouvelles vocations. On a aussi donc, dans la même idée un atelier qui s'appelle les ateliers mixité. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça. C'est vraiment une opportunité qui est géniale. Si jamais vous êtes professeur et que vous avez l'occasion de pouvoir le faire, n'hésitez pas. En fait, on prend une classe qu'on met en demi-groupe, 1 heure avec une professionnelle, donc ingénieure ou technicienne, 1 heure avec une animatrice ou un animateur de notre équipe, qui va en fait déconstruire des idées reçues via un débat mouvant. Donc en fait, les élèves sont debout. Au sol, il y a écrit oui, je ne sais pas, non. Et on va démarrer par exemple, est-ce que vous pensez que les filles sont plus nulles en maths que les garçons? D'accord. Et à partir de là, on va déconstruire les idées reçues. Donc sensibiliser directement et faire un peu parler, montrer des exemples concrets, aussi bien historiques qu'actuels. Et voilà, essayer de faire avancer le débat. On a une action aussi qui est une action en visio. Donc là où pareil, ce sont des professionnels qui vont parler aux élèves. Et ensuite... après la sensibilisation, il y a la pratique. Donc la pratique via le concours C'est Génial, la finale d'ailleurs qui est demain à la Cité des Sciences à Paris. Donc ça c'est un concours national scientifique comme on peut l'imaginer. Et ensuite on mène aussi des actions pour sensibiliser au métier du numérique et au codage. On distribue dans les classes en fait des mallettes avec des cartes programmables microbits et les élèves à partir de là vont créer des objets connectés. Est-ce qu'ils sont demandeurs les élèves de ça? J'espère. Oui. Non, mais en général, de votre présence, etc. Est-ce que demandeurs, ça part. C'est pas eux qui demandent parce que ça part vraiment de la part du professeur. Mais après, une fois que c'est en place, on a aussi une mesure d'impact auprès des élèves et des questionnaires de satisfaction. Et oui, il y a vraiment. Enfin là, j'avais noté un chiffre. 70% des élèves donc, qui participent, par exemple, à Yes We Code et au concours déclarent que ça a contribué à faire augmenter l'appétence des sciences pour eux en tout cas. Donc ces initiatives favorisent quelque part aussi une meilleure orientation des élèves vers des filières techniques, scientifiques dans lesquelles on peut venir du talent, on en parlait en fin de première du talk. Exactement, ça va vraiment on va semer des graines et c'est toujours aussi dur à mesurer parce qu'on ne peut pas les suivre sur 5 ans. Mais en tout cas, on les suit quand même sur 1 an, on fait un questionnaire au début, à la fin, et on voit une certaine évolution au niveau de l'appétence en fait, et aussi de se rendre compte qu'ils sont capables, parce que les sciences ça fait peur, les sciences on nous dit que c'est difficile, on nous dit qu'aller en S, et ben, c'est pour les meilleurs. Et en fait, pas forcément. Et ça permet un peu de déconstruire ces idées reçues sur le fait que les sciences, c'est que pour les garçons et que pour les meilleurs. Alors justement, est-ce que vous avez de plus en plus de filles qui participent à vos ateliers, de plus en plus de filles qui se dirigent après, on aimerait bien les suivre, vous l'avez dit, mais dans des métiers techniques et scientifiques? En tout cas, nous, on vise la mixité. Pour le concours, on demande à ce qu'il y ait des filles et des garçons dans les groupes. D'accord. Et nos actions sont vraiment à 50%. Enfin, on est à 50-50. On est autant de filles que de garçons, en tout cas, qui sont sensibilisés. Alors, on parle du monde professionnel, on parle de l'orientation aussi des élèves. Ces élèves, ils ont des compétences à développer. Selon vous, quelles sont justement ces compétences qui sont absolument essentielles à avoir quand on arrive dans le monde professionnel? Ben justement, ça va surtout être les soft skills finalement qui vont être, en tout cas, les entreprises nous disent les compétences tant scientifiques, techniques, on les forme. Il n'y a pas de souci, ça s'apprend. D'accord. Ce dont on a besoin, c'est davantage de personnes qui ont la connaissance en fait du monde professionnel plus qu'en fait les compétences dures. Donc c'est super intéressant d'avoir ce retour-là de la part des entreprises. C'est vraiment ce qui prime finalement lors d'un entretien. Évidemment, des diplômes et des connaissances terrain, techniques, c'est primordial aussi. Mais les soft skills comptent énormément et c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message aux enseignants lors des visites.
Et voilà, c'est vraiment le message qui revient en tout cas souvent. Donc ça n'est pas qu'une mode. Non. Mais ça n'est pas qu'une mode, c'est important à développer justement. Alors c'est vrai, dans le cadre aussi, parce qu'on parle du monde de l'entreprise qui est en pleine évolution, au même titre que l'école est en pleine évolution aussi, dans le cadre de l'évolution de la technologie, notamment de l'arrivée de l'intelligence artificielle, dont on parle très régulièrement dans cette émission, où la technologie justement et le digital prennent de plus en plus de place, à la fois dans la vie des salariés, mais des jeunes aussi et des entreprises. Est-ce que ces enseignants sont formés d'une manière ou d'une autre à ces évolutions technologiques? Est-ce que ça fait partie aussi de votre plan de formation et de la sensibilisation? Oui, il y a des nouvelles filières qui naissent et justement, on est aussi là pour essayer de les accompagner, notamment la filière Ciel, qui est un peu axée sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité. D'accord. Donc on essaye de proposer, d'adapter aussi nos programmes. Par exemple, on fait des webinaires et on essaye en fait de créer ces webinaires, ces visites sur des thèmes particuliers où justement les professeurs vont être dans l'attente. L'année dernière, on avait fait un webinaire sur la cybersécurité. On n'avait jamais eu autant de connectés parce que justement, ils sont en demande. Et donc, on essaie d'adapter aussi les offres de visite et les offres de webinaires sur ces sujets-là par rapport aux filières qui naissent. Les parents qui nous regardent, ils ne sont pas tout à fait concernés par ces sujets-là. Il y a nous, en tout cas, de ce qu'on propose, on a les mercredis géniaux. Donc, c'est le mercredi après-midi. Donc là, c'est plutôt à l'initiative directement des élèves ou des professeurs. C'est une fois par mois. Ça va être sur un sujet particulier. C'est en visio. Ils peuvent poser leurs questions. Les parents sont les bienvenus et sont parfois connectés. Ouais. Si vous pouviez imaginer, Marine, l'école du futur idéale, celle qui préparait vraiment les élèves aux enjeux de demain, celle qui préparait vraiment les enseignants aussi au monde de demain et d'aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait et ce serait quoi la place justement de l'entreprise dans ce paysage? Forcément, on aimerait beaucoup plus de liens. Après, l'éducation nationale essaye de créer, de rajouter des stages dès la 3e, la 2e. Malheureusement, c'est compliqué à mettre en place pour les entreprises. Donc oui, forcément, dans un monde idéal, ce serait davantage de stages et de facilité en fait à intégrer les élèves dans la vie professionnelle. Pourquoi pas aussi, je peux imaginer plus d'interventions justement d'entreprises. Pendant le secondaire, en fait, pas juste en fait pendant les études supérieures. Il faut que ça commence plus tôt. C'est ça, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on s'adresse, je l'ai dit au début, je pense, on s'adresse aux collégiens, aux lycéens. On ne s'adresse pas aux personnes qui sont déjà orientées. On ne va pas dire que c'est trop tard, mais on va dire on essaye d'avoir un rôle, en fait, avant. Donc, ce serait intéressant qu'il y ait davantage, en fait, peut-être même de professeurs qui viennent du privé, même au collège et au lycée. Bien sûr. On pourrait se demander aussi si justement ces stages en entreprise, au-delà de l'aspect technique qu'ils vont découvrir, au-delà des métiers aussi auxquels ils vont être confrontés, comment la culture de ces entreprises, par ça j'entends le leadership, le management, le travail en équipe, les aspects d'innovation, comment ça peut bénéficier aux enseignants et donc par ricochet aux élèves. Est-ce que vous avez un moyen aujourd'hui peut-être de mesurer ça? Non, pas encore. Ça serait intéressant, mon point étant de dire il y a peut-être une manière de réinventer l'école aussi en passant par l'entreprise. Oui, totalement, c'est ça, c'est vraiment continuer ce lien-là avec les professeurs qui vont dans les entreprises, l'entreprise qui va dans l'école et insister pas seulement justement sur uniquement les sciences, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les soft skills et tout ce qui est aussi management, comprendre que l'entreprise, c'est pas forcément le grand méchant loup, c'est aussi les profs quand ils viennent en entreprise, mais ils sont très étonnés en fait sur aussi les modes de management, la place de la vie aussi du salarié qui prend une place importante et sans doute voilà c'est vraiment des évolutions qui sont faites aussi ces dernières années, mais c'est vraiment une sensibilisation en fait et leur montrer que l'entreprise est là aussi pour le salarié et pas forcément que l'inverse. Est-ce que ça devrait être obligatoire ? Est-ce que ça va être une obligation légale, presque, pour les enseignants de réaliser un stage ou du moins une immersion dans une entreprise comme vous le proposez avec votre programme ? Moi, je ne veux pas donner des conseils et des injonctions à l'éducation nationale, mais oui, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Hein. Il y a certaines académies qui prennent davantage le pas sur ces sujets-là, mais qui obligent en tout cas à faire des formations pendant l'année sur le rapprochement école-entreprise. Il y a des personnes qui travaillent pour ça, il y a des chargés de mission
mission. Enfin, je pense notamment à l'Académie de Versailles. Ils ont un chargé de mission école-entreprise dans chaque département qui mène des projets, qui pousse les professeurs à faire des rencontres avec le monde de l'entreprise. C'est vraiment quand même des sujets qui sont sur la table ces dernières années et qui sont poussés aussi par les ministères. Donc, avant de terminer, si vous avez la possibilité de proposer une mesure phare, si vous avez les clés de l'éducation nationale, une chose pour instaurer justement un lien un peu plus renforcé, voire même permanent, entre l'école et l'entreprise. Oui, dans un monde idéal, je pense que ce serait des stages, même pourquoi pas d'1 an, en fait, se détacher de l'éducation nationale, ça existe, c'est pas obligatoire, mais se détacher de l'éducation nationale pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et voir un peu comment ça se passe en entreprise, pour ensuite, en fait, être simplement plus à l'aise avec le sujet auprès des élèves. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, en tout cas, Marine, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chargée de projet professeur entreprise pour la Fondation C'est Génial. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui, et à vous de nous avoir suivis, évidemment. Et puis nous, comme tous les jours, dès demain, toujours à 12h30, on se retrouve sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.